Chers étudiants, bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre TP numéro 4 sur la dissection des animaux. Je veux dire تشريح الحيوانات. Le but de ce TP-là, c'est de vous faire examiner l'objectif de l'utilisation des animaux de laboratoire dans la recherche biologique. De même, de vous faire savoir c'est quoi l'éthique. Qu'est-ce qu'on doit respecter durant l'utilisation des animaux dans le laboratoire pour des fins d'expérimentation. Et enfin, aussi, c'est de vous faire jeter un coup d'œil sur la dissection d'un ravistar. Alors, le plan du TP sera comme suivant, une introduction, but de la dissection, l'éthique, ça veut dire quoi l'éthique, les animaux de laboratoire, les souris, les rats, matériel de la dissection, les alternatives possibles de l'utilisation des animaux dans la recherche biologique, et enfin, étape de la dissection, on va voir carrément une vidéo sur la dissection d'une souris ou bien d'un rat. Alors, comme introduction, la dissection des animaux de laboratoire est une pratique ancienne qui remonte aux premiers jours de la recherche scientifique. Alors que cette méthode a été cruciale pour approfondir notre compréhension de l'anatomie et de la physiologie animale, elle soulève également des interrogations éthiques profondes quant à son impact sur le bien-être des animaux impliqués. هي فعلا علم التشريح علم قديم جدا ونحتاجوه في الدراسات الفيزيولوجية تاع الحيوان، ولكن هذا الشيء راه خلق عدة انتقادات بخصوص التعامل مع الحيوانات. هل من حقنا يعني فقط من أجل ديبوت علمية من حقنا نؤذي الحيوانات بهذه الطريقة أو يعني نستخدموها بشكل غير بدون حدودية؟ Donc, alors cette tension entre le besoin de connaissances scientifiques et la nécessité de traiter les animaux avec compassion et respect a généré des débats passionnés au fil des ans. Donc, كاين بزاف منظمات حقوق الإنسان التي تدعو إلى عدم استعمال الحيوانات في التجارب العلمية. Dans notre exploration, nous examinerons les différentes perspectives entourant la dissection des animaux de laboratoire en considérant les avantages scientifiques, les préoccupations éthiques et les alternatives émergentes. Alors aujourd'hui, on va voir إيجابيات استخدام الحيوانات في البحث العلمي، أيضا أخلاقيات المهنة في التعامل أو في استخدام الحيوانات في التجارب العلمية، وأيضا إذا يوجد alternative أو بدائل من غير الحيوانات في البحث العلمي. Premièrement, l'objectif de la dissection. C'est quoi l'objectif؟ شنو الهدف من تشريح الحيوانات؟ On a plusieurs objectifs et on distingue en premier lieu la compréhension de l'anatomie. أول هدف c'est فهم تكوين أو l'anatomie نتاع الحيوانات والإنسان. La dissection permet aux chercheurs et aux étudiants en sciences et aux professionnels de la santé de visualiser la structure interne des organismes. Cela va aider à mieux comprendre l'anatomie, l'emplacement des organes, les tissus et les systèmes biologiques aussi. Deuxième but, c'est l'étude fonctionnelle. En plus, c'est-à-dire pas seulement on va étudier l'emplacement des organes, la structure, mais aussi on peut étudier الوظيفة نتاع les organes. La dissection offre la possibilité d'étudier la fonction des organes en manipulant les tissus, en observant les connexions entre les organes. Voilà. Troisième point, troisième objectif, c'est l'éducation. مثلا في التعليم مش راح نضطروا à chaque fois مثلا pour les étudiants de la médecine ou bien les étudiants de la physiologie ou la physiopathologie, ils ont besoin de voir à l'œil nu la position des organes, la structure, l'anatomie. Donc تشريح الحيوان مهم جدا للتدريس تاع هذا المبدئيات. Quatrième point, l'objectif c'est la recherche médicale. Aujourd'hui, la santé, bien sûr, من قرن لقرن التحسن الصحي راه في تطور، وهذا بسبب تشريح الحيوانات وبسبب دراسة الحيوانات في عدة مجالات، منها البحوث العلمية. مثلا إذا كان عندنا une maladie, alors nous voulons divulguer plutôt l'impact à un produit ou plutôt d'une substance d'une plante, donc bien sûr on aura besoin de faire l'expérimentation. لازم نديرو تجارب على عدة حيوانات على عدة مجموعات، ونشوفوا أيضا عدة تراكيز وين راهي التراكيز نتاع المادة اللي أثرت على تحسن des paramètres أو l'histologie تاع un tissu.
Donc voilà, c'est tout ça, c'est à propos de l'objectif, la recherche médicale. Dernier objectif, c'est l'identification des espèces. أحيانا الحيوانات متشابهة كيشوفوها بالعين المجردة، ولكن التشريح يفضح أمور أخرى، وبالتالي la dissection en biologie animale et en taxonomie est utilisée pour identifier et classifier les espèces. L'examen des caractéristiques anatomiques permet de distinguer différentes espèces. Voilà, ça c'est tout à propos de l'objectif de la dissection. Maintenant à l'éthique ou bien en arabe أخلاقيات المهنة بخصوص la dissection des animaux. Comme vous voyez sur ces photos-là, donc je les trouvais sur Google, regardez le cas, ou plutôt le regard de ces animaux. C'est vraiment malheureux. C'est pourquoi? Parce que c'est des expériences qui font mal aux animaux. Donc c'est pour cela l'éthique دخلت أو علم الأخلاقيات دخل في علم تشريح الحيوان وحط حدود. Alors, le respect de l'éthique en recherche biologique est essentiel pour garantir l'intégrité des travaux scientifiques et le bien-être des animaux, que ce soit les participants, que ce soit les animaux ou bien les êtres humains. Voici quelques principes et pratiques pour respecter l'éthique en recherche biologique. Alors أخلاقيات المهنة تحدد كيفية التعامل مع الحيوانات في إطار التجارب العلمية، وهذا الشيء حتى ما نكونوش آذينا حيوانات أو خرجنا على الأخلاقيات. فأول نقطة c'est premièrement avant qu'on commence une recherche scientifique ou une expérimentation on doit obtenir une approbation éthique. Alors le premier point c'est l'obtention d'une approbation éthique, c'est-à-dire موافقة في الإطار تاع التعامل الأخلاقي لاستعمال هذه الحيوانات. Donc avant de commencer une étude, les chercheurs de chaque université doivent soumettre leur protocole de recherche à un comité éthique de la recherche. Cet comité évalue la conception de l'étude, la protection des participants, le consentement éclairé et d'autres aspects éthiques. L'étude ne peut commencer qu'après l'approbation du comité. Alors, في كل جامعة سواء في الخارج أو في الوطن لهنايا كاين un comité d'éthique أو يعني كيما نقولوا هيئة علمية اللي لازم في بداية كل تجربة نحطوا عندها فقط البروتوكول تاع التجربة تاعنا. هذه الهيئة مخول لها تعطي لك تصريح بالعمل على الحيوانات أو لا بناء على ما قدمته من معطيات خاصة بالتجربة. إذا كانت التجربة فيها يعني فقط مثلا العمل على مجموعة من الحيوانات بهدف دراسة تقارنية أو دراسة إمبا يعني مثلا تأثير حاجة على جسم الحيوان وهذا اللي تخدم مثلا من الكتاب أمور بخصوص الإنسان في إطار ما فيش تعذيب للحيوانات، هنا تقدر تعطيك الموافقة. كاين دي كوميتي اللي يرفضوا لي بروتوكول إذا كانوا فيه تجاوز في التعامل مع الحيوانات. كاين تجارب فريمون يندى لها الجبين كانت تقام في زمن سابق يعني أمور يعني خارج نطاق ما فيهاش حتى رحمة للحيوانات بهدف العلم، وهذا الشيء غير مقبول سوسيتي ناكسبتابل. دونك حاليا في الجامعات أو في مخابر البحث العالمية كانوا كوميتي سيونتيفيك قبل بداية أي تجربة علمية عندنا رابور نحطوه تاع واش رانا متوقعين واش عندنا كتجربة وشنو هي المراحل وشنو عدد الحيوانات المستخدمة ولماذا وكيف ستستخدم إلى آخره. بعد الموافقة après avoir l'approbation éthique là on peut commencer l'expérimentation تاعنا. En deuxième point c'est le traitement respectueux des animaux. أكيد chaque chercheur avant qu'il commence le travail sur les animaux لازم يكون عنده تجربة أو كما نقولوا il a pratiqué ou plutôt il a été formé أو عنده يعني تكوين فيما يخص التعامل مع الحيوانات. Les chercheurs doivent minimiser la souffrance, ils doivent utiliser le nombre minimal d'animaux nécessaires et justifier l'utilisation de ces animaux. Alors le chercheur devait au maximum ما يأذيش الحيوان durant l'expérimentation. Il devait savoir bien le maintenir, il devait minimiser ou plutôt ne pas créer de bruit pour ne pas stresser l'animal. أيضا ماذا بينا أن الباحث يخدم أعداد قليلة تاع الحيوانات مش أعداد كبيرة 50 و100 وطلع.
أيضا لازم نجستيفيو يعني نبرهن لماذا استخدمنا هذا الحيوان، لماذا نستخدم نوتر الترناتيف يعني بديل. هذه الأمور كلها داخلة في الأخلاقيات، مش غير يلا عندي تجربة احكم اذبح واعمل وتشرح بدون حدود. كاين حدود، كاين عدد محدود نخدموا به، كاين ce qu'on appelle il faut faire pitié à ces animaux là quand même, c'est des êtres qui vont sentir, qui ont des sentiments aussi, hein. Troisième point, l'intégrité scientifique. Alors, le chercheur doit maintenir l'intégrité scientifique en rapportant honnêtement les résultats, même s'ils ne correspondent pas aux attentes. La falsification, la fabrication, la suppression de données sont inacceptables. واش يقصد لهنا يعني الانتيغريتي سيانتيفيك؟ يعني حنايا في بداية التجربة عندنا تصور، قال احنا نحوسوا مثلا تأثير مادة معينة على نسبة السكر في الدم عند حيوان معين، ونتوقع أنه يكون كاين انخفاض، وفجأة بعد نهاية التجربة نشوفوا باللي في النتائج ما كاش انخفاض. الإنسان أو الباحث أقصد لازم يكون اونيت، لازم يكون صريح. خرجنا نتائج هكذا يعني ما كاش انخفاض في السكر، اوكي لازم نرابورتي باللي ما كاش انخفاض في السكر. هذه ايضا نتيجه، توقعنا حاجه وخرجتنا حاجه اخرى، هذه داخله في اخلاقيات المهنه، عدم تحويل النتائج او سكون ابل لا فالسيفيكاسيون او لو ماكياج دي ريزولتا. كيما عندنا نتائج كيما نحترموها، كيما ظهرت النتائج في التجربه ناخذها بعين الاعتبار بدون تغيير في اي نتيجه. النقطة الأخيرة اللي هي ليكيتي ديفرسيتي. كاين دي شيرشور أو باحثين اللي يفضلوا يستخدموا مثلا دي زانيمو مال بارابور لي زانيمو فيميل، وهذا الشيء يمكن يؤدي إلى انقراض الحيوانات إذا خدمنا مثلا على حيوانات سوفاج. مثلا كاين حيوانات كما الجربوع لا جيربولوس، اذا فقط مثلا الباحث كان عنده فكره انه يخدم على الجربوع وكانت فكرته فقط على لي مال، لهنا لازم يجستيفي بوركوا. مثلا تخيل انه واحد يخدم على 60 جربوع مال، هنا اديت صراحه الى انقراض في البيوتوب تاعو في المكان تاعو، خليت غير لي فيميل. دونك كاين حدود واخلاقيات نتعاملوا معهم، حتى اذا خدمنا على لي مال لازم يكون اعداد بسيطه. هذا فقط. alors en respectant et en suivant هاد les principes ou هاد les points de l'éthique، لهنا les chercheurs peuvent contribuer à l'avancement des connaissances biologiques de manière éthique et responsable. يعني نخدموا على الحيوانات بشكل مسؤول وبشكل عنده ضمير، يعني مش يلا اخدم واي تجربه جات في راسك غير اخلاقيه تجربها على الحيوانات. لازم يكون عندنا دي بوت، اهداف اللي تخدم المجتمع الانساني، مش فقط تجربه حيوانيه وخلاص. إن شاء الله فهمتوني في هذه النقطة. Aux alternatives et évolutions récentes. Alors, à propos de l'utilisation des animaux, modèles de laboratoire, il y en a des alternatives pour ne pas effectuer un gaspillage aux animaux et pour éviter maximum, plutôt le minimum de mal aux animaux de laboratoire de recherche. Alors, il existe plusieurs alternatives aux animaux pour la recherche biologique et ces alternatives évoluent continuellement. Les scientifiques cherchent à développer les méthodes les plus éthiques et respectueuses des droits des animaux tout en garantissant la validité scientifique des résultats. Qu'est-ce qu'on veut dire par alternative des animaux de laboratoire؟ يعني البدائل، بديل الحيوانات المخبرية. وش الهدف من البدائل؟ وهو عدم إضرار الأذى للحيوانات. البدائل تكشفوا أمثلة عن بديل الحيوانات المخبرية التي يمكن يعني استخدامها في البحوث العلمية والدراسات التجريبية. On va voir maintenant quelques exemples des alternatives d'animaux de laboratoire. D'abord, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre in vivo et in vitro. Quand on parle d'une étude in vivo, c'est-à-dire les expériences se font sur les animaux. Par contre, quand on parle de in vitro, et là on parle d'une étude hors l'organisme d'un animal. Je donne un exemple. La culture cellulaire, d'accord? J'espère que c'est clair. Donc in vivo c'est dans l'animal, in vitro c'est hors l'organisme d'un animal. C'est le cas de la culture cellulaire. Alors une petite description à propos de la culture cellulaire. C'est quoi la culture cellulaire?
Elle désigne la croissance et la multiplication des cellules en dehors de leur environnement naturel, comme je vous ai dit, souvent dans un laboratoire, bien sûr. Alors, c'est une technique fondamentale en biologie cellulaire et en recherche médicale. La culture cellulaire permet aux scientifiques d'étudier le comportement, la croissance, la différenciation et la réponse aux stimuli des cellules dans des conditions contrôlées, bien sûr. Le pH, la température, tout ça devait être le temps de l'incubation, tout ça devait être contrôlé afin de garantir une multiplication continue des cellules. Alors, j'ai dit que la cellule cultivée in vitro offre une alternative précieuse pour étudier le comportement cellulaire, la réponse aux médicaments et d'autres processus biologiques. Un autre exemple d'alternative d'animaux de laboratoire, c'est les modèles informatiques in silico. Alors, ça veut dire quoi un modèle informatique in silico? Ils sont utilisés pour simuler des processus biologiques complexes. يعني موديلات إلكترونية لتقليد بعض المظاهر الفيزيولوجية عند الإنسان. Alors, cela inclut des stimulations moléculaires, des modèles de réseaux métaboliques et d'autres approches qui évitent l'utilisation des animaux vivants. Aussi, un autre modèle alternatif des animaux de laboratoire, c'est les modèles non animaux. Et là, je cite les vers nématodes, les mouches du vinaigre. Donc, ils sont utilisés pour des études biologiques, bien qu'ils soient des animaux aussi, mais ils ont des cycles de vie courts. Ils sont plus éthiquement justifiables dans certaines situations par rapport à un animal vertébré comme les singes, comme les rats, comme les souris, ainsi de suite. On passe maintenant au matériel et méthodes, c'est-à-dire afin d'effectuer une dissection d'un animal, qu'est-ce qu'on a besoin? D'abord, l'animalerie. كي نبداو ولا كي نديرو اكسبيريمونطاسيون او تجربه علميه مانيش حنديروها في المنزل وما تندارش في الجامعه وماشي في المخبر تندار في مكان يسموه l'animalerie هي مكان c'est un lieu qui héberge les animaux utilisés dans le cadre des activités de recherche et d'enseignement et respecte plusieurs conditions constantes telles que l'éclairage, la température, l'hygrométrie. الحيوانات عندها مكان خاص معزول عن الفوضى الخارجية حيث يتم يعني الاحتفاظ بالحيوانات ومراقبتها pour des fins d'expérimentation. Je passe aux animaux eux-mêmes. Donc les animaux هادو كيكونوا في l'animalerie مش راح نخلوهم مزربعين. Mais bien sûr, عندهم des cages spécifiques, comme vous voyez sur cette photo-là. Donc, c'est des cages destinées pour héberger un rat ou bien deux rats, pas plus. Bien sûr, on doit respecter l'espace dans chaque cage pour ne pas stresser les animaux durant l'expérimentation. Et regardez, ils sont susceptibles à, comment dirais-je ça يعني يوفروا للحيوان هاد لاكاج تسمح للحيوان بمراقبة يعني الكمية تاع الأكل اللي كلاها كمية المياه اللي يشربها توفر أيضا عزل عن باقي الحيوانات الأخرى وهذا يسهل لنا المراقبة نتاع الحيوانات المخبرية. هاد لاكاج عندهم des dimensions spécifiques. On reste toujours dans la partie de matériel et méthode. Donc la dissection d'une souris nécessite un ensemble de matériel spécifique pour effectuer l'opération de manière précise et hygiénique. Voici une liste du matériel généralement utilisé pour la dissection d'une souris en contexte éducatif ou de recherche. Alors la première des choses, c'est le bloc de dissection. Le bloc de dissection, c'est quoi? C'est un support solide pour placer la souris pendant la dissection. Deuxième élément, c'est les pinces. Donc ça sert à manipuler les tissus et les organes avec précision. On a aussi les ciseaux. Elle est utilisée pour découper la peau et les muscles lors de l'ouverture de la cavité abdominale et thoracique. Aussi, on a lame bistouri. C'est un instrument tranchant pour effectuer des incisions précises. On a les épingles de dissection. Les épingles de dissection, il sert à maintenir le tissu écarté et aussi pour ne pas que l'animal bouge. Ça va faciliter l'observation. On a le scalpel. Le scalpel, c'est un couteau chirurgical à lame fine utilisé pour faire des incisions précises. On a aussi la sonde. C'est un instrument pointu utilisé pour explorer les cavités et les structures internes. Aussi, on a les papiers absorbants. On aura besoin des papiers absorbants lors de notre dissection afin d'absorber les fluides pendant la dissection. On a les spatules en verre ou en plastique. C'est pour séparer et soulever les tissus. Aussi, on a
Des fois, on aura besoin de lampes d'éclairage, c'est pour éclairer la zone de travail. On a aussi les ciseaux à pointe fine, c'est pour des coupes plus précises dans les zones délicates. Par exemple, pour en sortir l'hypophyse. C'est un organe tout petit qui a besoin de manipulation très fine afin de l'en sortir. C'est tout pour le matériel de dissection. Chers étudiants, on passe maintenant à l'euthanasie. L'euthanasie, c'est une étape, c'est la première étape qu'on procède à l'animal avant de faire la dissection. Et ça veut dire quoi l'euthanasie؟ هي القتل الرحيم. قبل ما نديرو التشريح تاع الحيوان لازم نقتلوه، والقتل تاع الحيوان مش بأي طريقة نعرفوها، مش بطريقة عشوائية. الحيوانات c'est des êtres vivants qu'on doit respecter ses sentiments aussi. C'est des animaux qui sont de la douleur et il faut quand même minimiser leur souffrance. Et l'euthanasie لهنا القتل الرحيم عنده شروط. Alors, d'après le comité scientifique de l'éthique, l'euthanasie, il y en a trois types d'euthanasie. Il y a la décapitation. La décapitation, elle s'implique seulement aux poissons. فقط للأسماك. قطع الرأس, ça s'implique aux poissons. Ou bien aux autres animaux aquatiques. La décapitation est parfois utilisée comme méthode rapide. Mais la décapitation, elle ne s'effectue pas chez le rat ou chez la souris. Parce que c'est des animaux vertébrés et pour eux, ça va lui faire du mal. Bien, c'est parce que la décapitation de la tête des rats ou bien de la souris, ça va la stresser. Et une fois l'animal est stressé, donc un bouleversement des hormones, bouleversement de tous les paramètres, et ça va impacter le tissu. Alors il faut maximum éviter de stresser l'animal. Ils ont vu que la décapitation des vertébrés destinés à la dissection à éviter. Il y en a d'autres, des moyens alternatifs de la décapitation pour les vertébrés. Donc, il y en a le surdosage anesthésique. Le surdosage anesthésique, يعني جرعة زائدة من المخدر. L'administration d'une surdose d'anesthésie, c'est une méthode courante pour l'euthanasie. Et ça va induire un état de conscience qui va se terminer par un arrêt cardiaque. Troisième procédure, c'est l'anesthésie par un gaz. كاين اللي قبل ما يدير التشريح تاع لو غا ولا تاع الفأر يديروا القتل الرحيم عن طريق الغاز يعني. وانواع les gaz utilisés في l'euthanasie هذه كاين الديوكسيد de carbone, il y en a le dioxyde d'azote. C'est des méthodes d'euthanasie aussi couramment employées pour les animaux de laboratoire. Alors, comme les méthodes d'euthanasie varient en fonction de l'espèce, de l'animal, de la taille, aussi de la disponibilité des ressources et des exigences réglementaires qui dépendent de chaque laboratoire de recherche. Il y en a une autre méthode, c'est par ponction sanguine. Bien que la ponction sanguine, ça a pour but de retirer le sang de l'animal, mais des fois, si on accentue la ponction, ça va aboutir à une hémorragie et comme ça on va perdre l'animal, il va mourir puis on va procéder à la dissection. Bon, je vais focaliser sur la ponction. Donc des fois on a le sang de l'animal pour effectuer des analyses ultérieures en laboratoire, des analyses sur des paramètres biochimiques, des paramètres hormonaux. Et la ponction du sang واستخراج الدم من الحيوان بالخصوص القوارض عنده طريقتين يا اما من لا queue او من العين تاع الحيوان. Quand on parle d'une ponction au niveau qui نهضروا على ponction يعني استخراج الدم من العين, on dit ponction sanguine à partir du sinus rétro-orbital de l'animal. Ici c'est une ponction, هنا نستخدموا la pipette Pasteur. ولكن إذا par contre si on va procéder à une ponction sanguine de la queue من الذيل تاع الحيوان لهنا نستخدموا une aiguille cathéter, ما نستخدموش une pipette Pasteur. De toute façon, les deux méthodes servent à extraire le sang de l'animal. Et puis ce sang-là, il va être refroidi, puis centrifugé. Puis on va séparer le plasma du sang. Et le plasma va être récolté et congelé dans le congélateur pour des dosages ultérieurs. Donc je vais vous montrer une petite vidéo à propos de la ponction sanguine, comment elle se fait. Le chercheur ici, il procède à une ponction sanguine au niveau du sinus rétro-orbital. À partir de l'œil d'une gerbille. Donc, il maintient une pipette Pasteur à la main droite et il introduit
le bout de cette pipette Pasteur dans le sinus rétro-orbital. C'est une cavité située, comme je vous ai dit, à l'arrière de l'œil. Et puis, par une petite pression sur cette cavité-là, ça va permettre d'augmenter le sang dans la pipette Pasteur. Et voilà, on a retiré quelques gouttes pour des dosages ultérieurs. Bien sûr, on va nettoyer l'œil de la gerbille. Ici, elle est juste sous anesthésie, elle n'est pas morte. Une autre vidéo sur la ponction sanguine au niveau du sinus rétro-orbital chez le rat. Là, on va voir une petite vidéo sur la dissection d'un ravista. Donc d'abord, on va anesthésier l'animal. Regardez, ils ont emprisonné le rat dans une boîte avec couvercle. Et bien sûr, à l'intérieur, il y avait des coutons mouillés en chloroforme. L'animal, voilà, il est mort par une crise cardiaque. Maintenant, alors, ils ont déposé l'animal face à la face dorsale contre la planche à dissection, puis ils ont épinglé ces 4 membres par les épingles de fixation. Maintenant, l'animal il est immergé. Alors, puis on va inciser la paroi abdominale en avant de l'anus. Regardez, par l'aide d'un ciseau. Donc, il commence dans l'anus, dans les côtés de l'anus. Et puis, regardez, il va poursuivre l'incision sur la ligne médiane jusqu'à l'extrémité antérieure des fentes operculaires. Voilà, tout doucement et d'une façon très délicate. Donc là, il poursuit l'incision sur la ligne médiane. Et puis, postérieurement, il va inciser transversalement la paroi abdominale en évitant soigneusement de léser les organes sous-jacents. Regardez, délicatement à l'aide d'une lame bistouri. Il sépare la peau de la paroi abdominale. Il est en train d'écarter la peau. Mais comme je vous l'ai dit, il faut travailler délicatement pour ne pas blesser les organes. Donc regardez tout doucement. Le rat il est bien fixé sur la planche de dissection. Donc أنا كما نقولوا يسلخ الجلد على الكور نتاع لو rat. Bien sûr, on travaille avec les gants. Hein. J'ai oublié de vous parler de ça au début de la vidéo.
Donc maintenant, il va... Non, donc pas encore, parce que troisième étape maintenant, il va inciser cette paroi. Regardez. Maintenant, il fait une autre incision à l'aide de la lame bistouri. يفتح في le corps du rat. On va doucement, à l'aide d'une spatule, maintenant il travaille avec une spatule, regardez, doucement il va écarter les deux volets latéraux. Voilà. Donc il travaille avec un ciseau. Il continue l'incision. Donc maintenant, il va écarter les volets. Maintenant, on commence à voir, ça c'est en haut, c'est la cavité thoracique. Maintenant, c'est une incision transversale. Il va de nouveau fixer les volets, comme ça pour qu'il puisse visualiser les organes à l'intérieur. Donc, regardez, on peut voir le foie, les intestins, le côlon, la cage thoracique en haut. Voilà. Maintenant, on peut voir les systèmes physiologiques, les organes, et on peut découvrir l'organisation interne de l'animal. On peut aussi on peut situer les différents appareils. Un exemple des systèmes physiologiques lors de la dissection. Donc, je vais vous montrer une petite séquence. C'est à propos du système urinaire. Donc, d'une part et d'autre, regardez comment ils s'expriment. Les rats, ils ont une forme d'un haricot, un droit, un gauche, situé d'une part et d'autre de la colonne vertébrale. Les reins assurent la filtration du sang et la production des urines qui vont être acheminées vers la vessie à l'aide via les urétères. Regardez, ça c'est les urétères. Alors, il achemine les urines vers la vessie. Regardez où est-ce qu'elle est située, la vessie. Voilà, ça c'est la vessie chez le rat. Et puis de la vessie vers l'extérieur du corps du rat, les urines vont acheminer à l'extérieur via l'urètre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui à propos de la dissection des animaux de laboratoire. J'espère que vous avez bénéficié d'informations, de nouvelles informations dans ce sujet-là. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de consulter la plateforme afin d'effectuer des exercices à propos de ce TP pour évaluer votre niveau de connaissance. Voilà pour aujourd'hui. Merci et au revoir.